Bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. À l'heure de la mondialisation dévorante des États-empires que sont les États-Unis, la Russie, l'Inde ou la Chine, face auxquels nos petits États-nations européens font pâle figure, il est une autre sorte d'État qui pourrait nous paraître totalement obsolète. État dont l'existence remonte non pas à la nuit des temps, mais au plus haut Moyen-Âge parfois, ou bien reliquat de nos empires disparus, ou encore confettis perdus dans l'immensité des océans. Pour cette dernière émission de la saison, nous avons voulu vous faire voyager, vous faire découvrir ces tout petits États, grands comme un mouchoir de poche, ainsi que s'intitule le dernier livre de notre invité, Jean-Claude Rollinat. Jean-Claude Rollinat, bonjour. Guillaume, bonjour. Les téléspectateurs de TVL vous connaissent bien l'auteur prolifique que vous êtes. On peut dire que vous êtes un journaliste, documentaliste, vous êtes surtout un curieux, un grand voyageur, et vous aimez faire partager vos découvertes au plus grand nombre. Alors, il y a quelques années, vous aviez publié chez Du Alpha, chez la Miranda, un dictionnaire des États éphémères ou disparus de 1900 à nos jours. Et là, si vous me permettez, vous récidivez dans le bizarre en publiant toujours chez Du Alpha ces drôles d'États grands comme un mouchoir de poche. D'où ma première question, qu'est-ce qui vous prend d'écrire des livres pareils ? Je pourrais continuer la collection et en faire une trilogie par ces drôles d'États qui n'existent pas. Bon, j'ai toujours eu le goût, depuis que je suis enfant, pour l'histoire. Et dans l'histoire de France et dans l'histoire mondiale, on a des anomalies, des curiosités, et c'est ça qui m'a attiré. Vous avez abordé le sujet dans ce monde où des blocs importants s'affrontent, se confrontent. Nous avons des survivances féodales qui sont toujours présentes et qui n'ont pas été annexées ou absorbées par l'État dans lequel elles sont enclavées. Encore voilà. Des témoins d'anciens temps. Et alors, avant de découvrir ces États, grands comme un mouchoir de poche, une question très simple, qu'est-ce qu'un État ? Ah, alors, il y a plusieurs définitions. La définition juridique, c'est simple, c'est une personne morale de droit public qui jouit de la souveraineté internationale. C'est-à-dire qu'un État reconnu, par exemple ceux qui siègent aux Nations Unies, ils sont 192, 194, quelque chose comme ça, eh bien ce sont des sujets de droit internationaux. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il y a aussi des États de facto, des États de fait. Vous avez par exemple en Afrique le Somaliland qui n'est pas reconnu. Vous avez issu de l'ancien Empire soviétique, vous avez l'Abkhazie, vous avez l'Ossétie du Sud, vous avez la Transnistrie dont on parle souvent à l'occasion du conflit russo-ukrainien. Voyez, bon, toutes ces entités politiques ont une réelle matérialité. Oui. Elles ont un territoire, une population et une autorité politique qui les coiffe. Et elles lèvent de l'impôt. Elles lèvent l'impôt et elles ont une armée. Mais elles ne sont pas reconnues internationalement parce qu'effectivement, dans le jeu des puissances, ça fait désordre. Vous avez par exemple en ce moment une enclave qui est menacée de disparaître, c'est le Nagorno-Karabakh, la République d'Artsakh, qui est peuplée de musulmans complètement enclavés au sein de l'Azerbaïdjan, ce qui a donné lieu à un conflit sévère entre les Arméniens et les Azéris, puissamment soutenus par les Turcs. Alors, nous n'allons pas citer tous les États qui sont dans ce livre. La liste est assez longue. Et d'ailleurs, pour l'établir, quels furent les critères de sélection pour rentrer dans le livre ? Alors, il fallait bien une frontière, si vous me permettez l'utilisation du mot. Eh bien, j'ai pris le critère suivant: population inférieure à 100 000 et superficie inférieure à 500 km². Voilà. Donc ça limitait déjà le nombre. Mais croyez-moi, il y en a combien écoutez, là vous me collez parce que j'ai pas fait le compte. Bon, j'ai pas fait le compte. En Europe, il y en a 4 très célèbres évidemment, plus le Vatican bien entendu, qui est un cas spécial. Alors justement, en Europe, le premier d'entre eux qui nous vient à l'esprit en tant que Français, c'est Monaco. Et moi, la première question qui me vient à l'esprit sur Monaco, c'est à quoi sert Monaco ? Oui, alors, Monaco déjà aurait pu être annexé par la France. Elle l'a été à l'époque de la Révolution française. La principauté a été occupée en 1943 par l'Italie, et puis quand les Italiens, une partie de l'Italie a basculé avec les Alliés, elle a été occupée par le Reich allemand, qui ne l'a pas, si vous voulez, annexé à la France. Le Reich a continué à faire vivre cette fiction. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des intérêts financiers et bancaires. Vous parlez de fiction, mais c'est quand même une fiction qui remonte au XIIIe siècle. Oui, alors attendez, avant d'en arriver à
au fait que Monaco est devenu une place bancaire et qu'elle fut intéressante à cette époque-là pour le jeu des puissances, puisque il y avait quand même l'Espagne, il y avait le Portugal, il y avait la Suède, la Suisse, un certain nombre d'États neutres qui permettaient des rencontres ou des échanges. Enfin bref, je vous apprends rien. Et Monaco, ce micro-État fut l'un d'eux. Donc il y a eu effectivement, il y a eu cette petite utilité. Alors pourquoi la France n'annexerait-elle pas Monaco? Bon, écoutez, je vois pas le profit qu'elle en tirerait. D'abord, cette curiosité attire beaucoup de touristes. Oui. Énormément de touristes. Rappelons-nous, moi j'étais jeune, 1956, le somptueux mariage et le très médiatique mariage entre l'actrice Grace Kelly et le prince héritier Régnier. Là, évidemment, tous les projecteurs du monde entier étaient braqués sur ce micro-État. Et les États-Unis, par exemple, en Amérique, par l'intermédiaire de leur actrice de cinéma qui devenait princesse, les Américains ont découvert l'existence de ce pays, ce qui a attiré une masse de touristes considérable. Bon. C'est parti du tournage d'un film qui s'appelait La main au collet, où l'interprète féminine principale était Grace Kelly. Et effectivement, elle a vécu sur la Côte d'Azur un certain temps. Et elle a été amenée à rencontrer le prince de Monaco parce que c'était une curiosité, bien entendu, une curiosité historique. Comment se fait-il que ce machin-là, pardonnez-moi l'expression, ait pu survivre alors que moult empires ou États ont disparu? Voilà. Alors justement, ce machin-là, dont je disais, remonte au XIIIe siècle. Oui. C'est une histoire de pirate. Alors oui, si vous voulez, les Grimaldi, le premier des Grimaldi, avec ses compagnons d'armes, qui étaient au service du pape. Vous savez, à l'époque, il y avait la guerre entre les Guelfes et les Gibelins. Les Guelfes étaient papistes, les Gibelins étaient pour le Saint-Empire romain germanique. Et donc, Grimaldi avait une revanche à prendre, et il s'est emparé de cette forteresse en usant d'un subterfuge, d'une ruse. Il s'est déguisé en moine avec ses compagnons d'armes, demandant, comment dirais-je, l'asile. Et alors, évidemment, ils ont pénétré dans la cité, c'est le cheval de Troie, hein, et évidemment, ils ont trucidé la garnison. Et puis, ils se sont installés, et de fil en aiguille, de père en fils, si vous voulez, cette petite seigneurie s'est étendue. Elle s'est étendue jusqu'à Roquebrune et Cap-Martin, et elle a entretenu des relations, bien entendu, de vassalité avec le royaume de France. Parfois, elle a été sous protectorat du royaume de Piémont-Sardaigne, parfois elle est repassée dans le giron français. Mais elle a toujours conservé, si vous voulez, sa spécificité politique. Ça n'a jamais été annexé, sauf pendant la Révolution française, où elle a été rattachée au département des Alpes-Maritimes, bien entendu. Et c'est le Congrès de Vienne, en 1815, qui a rétabli l'existence et qui a rétabli le prince de Monaco dans ses droits. Et depuis, il n'y a jamais eu d'interruption de sa souveraineté, sauf pendant la période noire de l'occupation qui a été allemande, qui a été très brève. Est-ce que c'est toujours considéré comme un paradis fiscal? Alors, vous savez que Monaco, comme Andorre, comme le Liechtenstein, dont on pourra parler, même Saint-Marin, accessoirement, sont dans le collimateur de l'Union européenne parce qu'effectivement, ils sont considérés comme étant des paradis fiscaux. Alors évidemment, les autorités locales de tous ces États que je viens de citer jurent au grand Dieu qu'il n'en est rien, mais on ne prête qu'aux riches et, à mon avis, à juste titre d'ailleurs. Alors, il y a un autre État qui entretient des rapports étroits avec la France, aussi avec l'Espagne, c'est Andorre. Alors Andorre ne sert pas seulement à acheter des cigarettes, de l'essence ou de l'alcool moins cher, et son existence, elle est encore plus ancienne que Monaco, puisqu'elle remonterait à Charlemagne. Et tout à fait, d'ailleurs. Charlemagne est cité dans l'hymne national. Oui, l'hymne national. Pas de le chanter, mais... Tout à fait. Je ne vais pas le chanter, mais je peux simplement citer les premières strophes. Le grand Charlemagne des Arabes nous délivra. Vous voyez, petit clin d'œil avec l'histoire. Bien, n'allons pas plus loin. Eh bien, cet État, au début, si vous voulez, c'était des vallées reculées, et évidemment qui luttait contre la venue des Sarrasins. Bon. Et effectivement, c'était des gens qui étaient profondément chrétiens, et un peu comme les premiers cantons suisses, si vous voulez. Oui. C'est un petit peu la même similitude, à peu près. Un peu plus précoce. Ils se sont coagulés plutôt que fédérés. Ils se sont coagulés et ils ont créé une espèce d'entité, la seigneurie des vallées d'Andorre. Alors cette seigneurie des vallées d'Andorre a pris une consistance avec le comte de Foix, qui était leur suzerain, et par héritage, les rois de France, si vous voulez, ont hérité de cette suzeraineté, et puis la République, enfin, est devenue le
suzerain de ces vallées. Pourquoi? Vous allez nous expliquer ça. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, profondément chrétien, l'évêque d'Urgell, Urgell est une ville espagnole à quelques encablures d'Andorre, et l'évêque d'Urgell était, si vous voulez, le phare, en quelque sorte, de ces paysans très retirés dans leur vallée. Et il était le co-suzerain. Il y a eu un pareage au XIIIe siècle, un accord entre le comte de Foix et l'évêque d'Urgell pour dire, bon, eh bien, nous allons partager la souveraineté sur ces vallées. Alors, pendant des siècles, effectivement, il y avait les deux coprinces qui exerçaient un réel pouvoir par l'intermédiaire de deux viguiers, leurs représentants, des viguiers, qui étaient nommés et qui résidaient sur place et qui rendaient la justice, qui assuraient l'ordre, etc. Et puis petit à petit, les habitants des vallées ont voulu prendre de l'autonomie, donc il y a eu l'érection d'un conseil général, le conseil général des vallées, avec un nombre égal de représentants pour chacune des paroisses. Toujours, si vous voulez, l'Église en ligne de mire. Toujours et encore. Et encore, oui, c'est un État catholique. Et c'est d'ailleurs le seul État de langue catalane, le seul État indépendant de langue catalane, car, comme vous le savez, la généralité de Catalogne n'est pas un État indépendant. Donc, la langue officielle, c'est le catalan. Mais bon, compte tenu de la population, il y a 70 000 personnes. Les Andorrans sont loin d'être, comme à Monaco d'ailleurs, majoritaires chez eux. Ce sont des pays d'immigration. Il y a énormément de Français, d'Espagnols et de Portugais en Andorre. Mais la langue officielle, c'est le catalan. Et alors donc, ces deux coprinces se partageaient le pouvoir et avaient leur viguier. Et leur viguier devait cohabiter, si je puis dire, avec le syndic général. Le syndic général, c'était en quelque sorte le président du conseil général des vallées. Et petit à petit, évidemment, Andorre a voulu avoir de plus en plus d'autonomie et la République française, par l'intermédiaire de son président, Coprince, et l'évêché espagnol d'Urgell ont convenu que Andorre devait être doté d'une constitution. Et à partir du moment où Andorre a été doté d'une constitution, Andorre a frappé à la porte des Nations Unies pour être reconnu comme tel. Et en 1993, Andorre est devenu membre des Nations Unies. D'ailleurs, comme tous les autres États que nous avons cités au début, micro-États d'Europe, sont tous membres des Nations Unies. C'est-à-dire que nous avons la curiosité de voir un pays comme la Chine, plus d'1 milliard d'habitants, qui a un siège aux Nations Unies, et vous avez un micro-État comme Andorre, qui a aussi son siège aux Nations Unies. Alors, au moment du Premier Empire, ils ont eu chaud, ils ont quand même eu chaud. Oui, c'est pareil que pour Monaco, évidemment. Mais, si vous voulez, 1815, congrès de Vienne, où Talleyrand représentait, entre autres, la France, et le Congrès de Vienne a rétabli dans leur souveraineté énormément d'États. On verra tout à l'heure que la principauté du Liechtenstein est le dernier État survivant de l'Empire germanique. Alors, en revanche, Andorre est moins people que Monaco. Ah, bien entendu. Bien entendu. Monaco, ça vit beaucoup sur les magazines de papier glacé. Alors, il faut dire quand même, Guillaume, il faut dire quand même que le prince régnier a lancé Monaco. C'est lui qui l'a lancé grâce à l'événementiel. Il faut quand même dire que le rallye de Monte-Carlo, ça dit grand-chose. Le Grand Prix de Monaco, le bal de la Rose, on va revenir le Festival international du cirque, etc. Alors revenons à Andorre. Andorre, quels sont les revenus d'Andorre? Les revenus d'Andorre, c'est simple. Andorre vit des banques et de l'or blanc. Il faut le savoir, il y a énormément. Alors maintenant, ils doivent souffrir, évidemment, de l'absence des Russes. Donc en gros, ils ont ravagé la montagne pour des Russes qui ne viennent plus. Oui, non, mais ils doivent souffrir de ça parce que, effectivement, les Russes fréquentaient énormément les stations andorranes. La fiscalité, alors évidemment, il y a un taux de TVA très bas. Et ils vivent du commerce, du business. Énormément de Français viennent faire leurs courses en Andorre parce que effectivement les prix sont plus bas, valable aussi pour les Espagnols. Voilà. Donc c'est toléré par les deux États voisins, même si parfois les gabelous français peuvent faire la course aux contrebandiers. Alors il y a ça comme ressource, le tourisme et aussi évidemment les banques. Il y a énormément de banques à Andorre. D'accord. Voilà. Alors, on va parler maintenant, on va rester en Europe avec une des plus vieilles républiques du monde. Oui. La République de Saint-Marin. Là, on remonte au IVe siècle. Alors, on remonte d'abord, où est-ce Saint-Marin? Alors, Saint-Marin s'est enclavé complètement au nord-est de l'Italie, vers Rimini, Pescara, vous voyez, sur la côte adriatique. Oui. Bon, alors, c'est un État qui a un peu plus de 30 000 habitants, qui fait 60 km²,
Alors là, il y a très peu d'immigrés. Hein. Les habitants de Saint-Marin sont quasiment tous de nationalité san-marinaise. Et alors là, il y a une... Alors, historiquement parlant, c'est un tailleur de pierre qui s'est réfugié, qui s'appelait Marino, il était chrétien, persécuté à l'époque encore par les Romains, et il se serait réfugié à l'abri du mont Titan. Voilà, effectivement, les armoiries de Saint-Marin représentent trois montagnes surmontées de 3 forteresses, et il y a ce fameux mont Titan qui est là. Oh, c'est pas une altitude digne du Mont Blanc, hein, non, mais ça reste très raisonnable. Et il aurait créé une sorte de communauté humaine qui se serait développée au fur et à mesure. Et vous savez que l'Italie du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est essentiellement, par excellence, le pays des principautés, des duchés, des comtés, des micro-États, etc. Et là, Saint-Marin a trouvé sa petite place et s'est proclamé république. Mais non, c'est une république très originale, avec non pas un seul chef de l'État, 2 chefs de l'État, comme pour Andorre. Mais les coprinces d'Andorre ont très peu de pouvoir. Alors que là, les 2 capitaines régents qui sont élus tous les 6 mois, en octobre et en avril, tous les 6 mois. Ah, donc, si vous voulez, quand on n'est pas content, quelle chance ça serait en France, n'est-ce pas? Fermons la parenthèse. Eh bien, ces 2 hommes sont obligés de s'entendre. Obligés de s'entendre. Hein. Et alors, il y a des curiosités. Les démocrates chrétiens, pendant un temps, ont partagé le pouvoir avec le Parti communiste. Parti communiste qui a d'ailleurs déclenché une guerre civile. Dans les années 50. Ils avaient installé leur gouvernement dans une grange qui était à la frontière de l'Italie et de Saint-Marin. Et le gouvernement officiel de Saint-Marin avait fait appel aux carabiniers italiens pour rétablir l'ordre. Depuis, c'était dans les années 40, depuis, il ne se passe absolument rien de tragique. C'est un État très pacifique qui entretient une armée symbolique, de prestige, si vous voulez, avec de très très beaux uniformes. Voilà. Bon. Et ils vivent de quoi en revanche, Saint-Marin, ça vit de quoi? Alors c'est comme beaucoup de ces petits pays, pareil, les banques. Outre les banques, bien entendu. Vous savez, ça fait le bonheur des numismates et des philatélistes. Bien sûr. C'est pour tous ces petits pays-là, parce que ces pays-là impriment, éditent des pièces, et Saint-Marin fait partie de la zone euro, et donc il peut imprimer des euros, éditer des euros. Il frappe sa monnaie. Il frappe sa monnaie, et il émet des timbres, bien entendu. Et en plus, Saint-Marin, évidemment, comme les autres États que j'ai cités, a été reconnu membre à part entière des Nations Unies en 1992. Est-ce que politiquement parlant, ils suivent un peu l'Italie? Parce que par exemple, pendant la période mussolinienne, il y a un gouvernement tout à fait. Fasciste. Alors, c'est arrivé qu'il y ait conjonction, mais c'est arrivé aussi qu'il y ait rupture. Hein, parce que avec des élections, si vous voulez, aussi fréquentes, alors en même temps que les capitaines régents, bien sûr, ils n'ont pas les pleins pouvoirs. Il y a un conseil grand et général, c'est-à-dire qui représente les élus législatifs, qui détiennent le pouvoir législatif. Alors tout ce petit monde-là habite dans une même maison, un magnifique palais type Renaissance, qui est en surplomb du reste de la République, puisque Saint-Marin c'est sur un piton, quelque sorte. Voilà. Donc c'est alors là aussi les banques, bien entendu. Là aussi suspicion de blanchiment. Voilà. Bon. Alors on va finir notre... Ah oui, je voulais quand même... une chose que j'ai lue, c'est que les Anglais ou les Américains ont quand même réussi trouvé le moyen de bombarder Saint-Marin pendant la guerre. Oui. Et Saint-Marin a obtenu des dommages de la part des Britanniques. Voilà. Ah oui, bon, l'Italie, si vous voulez, était divisée... À partir de septembre 1943, vous avez le sud de l'Italie qui bascule dans le camp des Alliés, co-belligérant, et vous avez le nord qui proclame la République sociale italienne avec Mussolini qui gouverne. Mais Saint-Marin était neutre, j'imagine. Alors Saint-Marin était neutre, bien entendu, mais il y a quelques bombes qui se seraient égarées. Voilà. Alors on va finir le tour d'Europe avec le Liechtenstein. Oui. Qui, lui, vous l'avez dit tout à l'heure, est une survivance du Saint-Empire oui, c'est le dernier. Romain germanique. C'est le dernier État qui a survécu. Alors, je n'ai pas le nombre exact d'États membres de la Confédération germanique, qui a évolué d'ailleurs au fil du temps, mais c'est le dernier, authentique, et qui est indépendant. Et il est coincé entre la Suisse et le Liechtenstein. Lui, il n'a pas choisi l'euro, il a choisi le franc suisse, et là aussi, en plus des banques, il y a le phénomène des boîtes à lettres. Alors, il y a plus de boîtes à lettres
comment dirais-je, que d'habitants. Il y a 35 000 habitants. Quoi, ces boîtes à lettres? C'est le siège. Ce sont des domiciliations d'entreprises. Voilà, absolument. C'est des sièges fictifs d'entreprises, ce qui permet à un grand nombre d'entreprises d'échapper, bien entendu, à une fiscalité dévorante probablement dans leur pays d'origine. Voilà. En plus, il y a le tourisme aussi, parce que c'est un pays de montagne. Bon, c'est très joli d'ailleurs. C'est grand, ça fait combien de kilomètres carrés? Voilà, j'ai un trou de mémoire. Je vous en prie, je vais regarder. Je vais vous dire ça. 160 km², trois fois plus grand que Saint-Marin, et moult fois plus grand que Monaco, qui ne fait que 2,5 km² et qui gagne des terres sur la mer. Alors c'est dirigé par qui, Liechtenstein? Écoutez, c'est dirigé, là aussi c'est démocratique, c'est le prince Adam II. Adam? Oui, qui est le souverain constitutionnel, et vous avez un mini-parlement. C'est démocratique, c'est héréditaire en revanche? Ah oui, c'est une monarchie héréditaire. Une monarchie. Oui, je ne l'ai pas précisé, Monaco aussi c'est une monarchie héréditaire, le Liechtenstein aussi, alors que Andorre et la République de Saint-Marin ne sont pas des monarchies. Voilà, donc ils sont soumis à élection. Quoique le poste de chef de l'État théorique d'Andorre appartiennent toujours, non pas à la personne, mais à la fonction d'évêque d'Urgell, quel que soit le titulaire, et à la fonction de chef de l'État français, quel que soit le titulaire. Et sur Liechtenstein, c'est une principauté. C'est une principauté héréditaire, voilà. Mais je crois, je disais que le prince peut être révoqué. Oui, faut un référendum, je pense, révocatoire. Mais enfin bon, ça n'a jamais été utilisé. Alors moi, il y a une histoire qui me plaît bien au Liechtenstein, qui se déroule en 1945, en avril ou mai 1945. C'est que le Liechtenstein va résister. L'Europe est en pleine tourmente. Le Liechtenstein va résister aux Alliés et aux Soviétiques en accueillant la première armée russe. Alors, oui, exact. Racontez-nous l'histoire. La ROA, qui était commandée par un officier allemand. Un officier allemand d'origine russe. Elle est en déroute. Elle est en déroute et sans doute pour échapper au sort des Cosaques qui avaient été capturés par les Britanniques et qui les ont restitués aux Soviétiques. Ils ont tous été massacrés, bien entendu. Cette unité de quelques centaines d'hommes demande l'asile au prince de l'époque, et le Premier ministre va se battre contre... Donc il rentre dans... il s'installe dans le pays. Il s'installe dans le pays, et le gouvernement local accepte de leur accorder l'asile politique. Alors, aux grandes dames des Russes, qui sont tout près, puisqu'ils sont en Autriche. Sachant que le Liechtenstein, pendant la guerre, lui, a été neutre. Neutre, il était à côté de la Suisse, comme la Suisse d'ailleurs. Et aux grandes dames des Russes, les Russes, qui font des efforts considérables, évidemment, qu'est-ce que c'est que ce micro-État? Qu'est-ce que c'est que cette poussière d'État qui me résiste à moi, le grand Staline? Bon, donc ils vont promettre monts et merveilles aux Russes de cette armée, la ROA, et ils vont leur dire, mais non, rentrez chez vous, rentrez chez nous, la patrie vous accueille, vous serez amnistiés, etc. Bon, il y en a quelques-uns qui, pour leur malheur... La moitié quand même, sur 400 et quelques, il y en a 200, beaucoup qui ont accepté pour leur malheur, mais il y en a d'autres qui ont compris la musique et qui ont refusé, et qui sont restés soit sur place en prenant femme, ou alors sont partis dans les pays d'Europe occidentale. Et ça, c'est quand même un cas unique d'un micro-État, d'un tout petit pays sans force armée, une poignée de gendarmes qui résistent à l'occupant soviétique. Il était là, l'occupant soviétique, puisqu'il était en Autriche. Et puis j'imagine une pression également des pression des Alliés, Britanniques. Une pression générale. Eh bien non, ils ont tenu bon. Comme quoi, vous voyez, David peut résister à Goliath. Et il y a un très beau film de Robert Enrico, tout à fait, c'est Vent d'Est qui est sorti en 93 de Robert Enrico, comme vous le dites, tout à fait. Alors, nous allons quitter maintenant la sphère européenne. Alors, nous avons le choix, parce que la planète regorge finalement de micro-États, c'est ce que... Des poussières d'États, des confettis, comme je les appelle. Je vous propose de faire deux, trois petits focus comme ça sur les Caraïbes. Alors déjà, les Caraïbes, par exemple. Donc là, est-ce qu'on remonte au temps des pirates, on remonte au temps de la colonisation? Oui, alors, ça a été morcelé. Les Britanniques, au moment de la décolonisation générale des années 1960, les Britanniques veulent abandonner les Antilles, contrairement aux Français qui restent et qui départementalisent la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. Les Britanniques veulent s'en aller. Et ils veulent
comme c'est émietté, c'est éparpillé. Vous avez la Dominique, vous avez Antigua, vous avez la Barbade, vous avez la Grenade. La Dominique, à ne pas confondre avec c'est pas la République dominicaine. Non, c'est pas la République dominicaine, rien à voir. La Dominique. Et alors, il y a énormément une poussière d'îles, des confettis, comme je viens de le dire, et il crée une fédération des Indes occidentales. Mais cette fédération va éclater parce que la Jamaïque va faire sécession, Trinidad-Tobago va faire sécession, c'est quand même des plus gros morceaux, reste une poussière d'îlots. Et ces îlots, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, la Dominique, Antigua, etc., vont les unes après les autres quitter le statut d'État associé pour devenir des États indépendants de plein droit et accéder aux Nations Unies. Alors là, j'ai gardé ceux qui font moins de 100 000 habitants et moins de 500 km². Voilà. Donc, alors, vous avez un cas spécial Anguilla. L'île d'Anguilla, 6 000 habitants, n'était pas prévue comme étant un État associé. Ça devait rester une colonie britannique, territoire d'outre-mer. Et il se fait que un certain nombre d'habitants ont voulu quand même proclamer l'indépendance en 1969. Alors il y a un pasteur, Webster, qui devient président, Premier ministre. Et puis vous avez était l'épicier du coin, d'après. Comment? Qui était l'épicier du coin. Oui. Et vous avez du côté de Chicago, la mafia, ou à Miami, qui regarde ça d'un bon œil, qui se dit, tiens, on pourrait peut-être investir là-bas. Et effectivement, la mafia a fait des offres de services à cet État sécessionniste, séparatiste. Il est évident qu'il n'y avait aucune garnison anglaise, et que les quelques policemen qui étaient là ont été culbutés très facilement par les milices de M. Webster, et par les gros bras à lunettes fumées que la mafia avait envoyés sur place. Mais ça n'a pas plu au gouvernement de Sa Majesté, qui, après quelques atermoiements, d'une façon beaucoup plus lente que Madame Thatcher plus tard à l'occasion des Falklands, va quand même réagir et faire débarquer 300 Marines pour rétablir la souveraineté de la couronne. Mais là, vous avez un micro-État qui a vécu pendant plus d'1 an, à l'abri des radars, où un certain nombre de trafics pouvaient se développer en toute tranquillité. Anguilla, voilà. Alors Anguilla est redevenu un territoire avec un self-government, un territoire britannique d'outre-mer. Ce sont des États associés à la couronne. Alors ça, c'est même pas un État associé à la couronne, c'est une colonie britannique. C'est redevenu un territoire britannique avec un représentant du gouvernement de Londres, bien entendu. Voilà. Alors, l'océan Pacifique, c'est pas mal non plus. Hein. Il y a vraiment une multitude, des petits confettis, des tout petits royaumes. Donc, ce sont des royaumes souvent. Alors, Tuvalu, non, par exemple. Tuvalu, oui, parce que c'est un royaume, parce que le souverain, c'est le souverain britannique. Vous savez, vous connaissez le système du Commonwealth. Oui. Un certain nombre d'États ont conservé le souverain britannique comme chef de l'État, et sur proposition de leur gouvernement, le gouvernement de Londres nomme un gouverneur général. Bon, en quelque sorte, le chef de l'État sur place, mais il n'a aucun pouvoir, le pouvoir exécutif appartenant au Premier ministre. Alors, on a des républiques. Nauru, un État qui risque de disparaître parce que, à force d'avoir été gratté, exploité pour le phosphate, l'île aurait tendance à s'enfoncer. Et puis, le gouvernement sent que, avec la montée éventuelle des océans, l'île risque de disparaître, comme Tuvalu d'ailleurs. Et ces deux gouvernements-là, très prévoyants, ont acheté des immeubles en Australie pour pouvoir éventuellement rapatrier leur population. Il faut dire que ce sont des populations très limitées, moins de 20 000 habitants dans chacun de ces deux États. Même si l'île s'enfonçait, on conserverait l'entité politique? Alors, ça deviendra une entité virtuelle. Mais ils sont tous deux membres des Nations Unies. Alors, vous avez aussi un État associé, les îles Cook. Les îles Cook sont associées à la Nouvelle-Zélande, ce qui leur permet d'avoir un gouvernement totalement autonome, mais en même temps d'avoir la protection de la Nouvelle-Zélande au plan international. Alors, vous avez l'archipel des Palaos, Belao, pas très éloigné des Philippines, qui est magnifique. Bon, j'y suis pas allé, mais nous l'avons vu d'avion. Ce sont des confettis verts sur un océan turquoise. Et il y a 20 000 habitants, et ils ont trouvé le moyen de faire une république fédérale, avec une bonne dizaine d'États. C'est vous dire l'importance de chacun de ces États qui a son propre drapeau. Alors ça, c'est pour les amis vexiologistes à qui je fais un clin d'œil, ils peuvent se régaler. Et vous avez, j'ai cité Tuvalu, j'ai cité, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un trou de mémoire. Je ne peux pas vous aider. Vous avez les îles Salomon, mais c'est beaucoup plus important. Ouais. Alors l'archipel, vous avez parlé de monarchie. Vous avez les îles Tonga.
Alors les îles Tonga, effectivement, n'entrent pas tout à fait dans ma collection puisqu'elles dépassent les 100 000 habitants, mais c'est une monarchie authentique. Ancienne colonie britannique, monarchie authentique, très catholique également. Enfin, chrétien. Parce qu'il faut se dire que dans ces îles, toutes ces îles ont été pénétrées par le christianisme, par l'intermédiaire des évangélistes, alors que ce soit des missionnaires catholiques ou des pasteurs protestants. Alors voilà, donc là vous avez effectivement beaucoup d'États, mais ce sont des micro-États. En général, ils vivent de quoi? Est-ce qu'ils sont riches, ces États? Est-ce qu'il y a des ressources naturelles et de quoi? Ils ne sont pas riches. Le seul État... Il y a les Seychelles, par exemple. Alors, les Seychelles, c'est un cas à part. Et c'est dans l'océan Indien. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait le bonheur des numismates et des philatélistes. Mais vous avez certains États qui négocient la reconnaissance de Taïwan contre espèces sonnantes et trébuchantes. C'est-à-dire que Taïwan... Et parce qu'à l'ONU, ça fait des voix... Bien sûr, parce que Taïwan, qui est un État qui appartient non pas à la catégorie des États reconnus, mais des États de facto, puisqu'on lui a retiré la reconnaissance internationale pour mettre la Chine à la place, la Chine communiste à la place aux Nations Unies, mais Taïwan n'en est pas... est un véritable État, d'ailleurs, bien musclé, un véritable hérisson. Si les Chinois communistes veulent l'attaquer, ils vont se casser les dents. Et Taïwan négocie effectivement avec beaucoup d'États, notamment en Amérique centrale, aux Caraïbes et en Océanie, sa reconnaissance en tant qu'État souverain. Il y a une vingtaine de pays au monde qui reconnaissent Taïwan comme étant la légitime Chine. Voilà. Et ça, alors évidemment, en retour, Taïwan finance aéroports, hôpitaux, écoles, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi, évidemment, je l'ai dit, les numismates et les philatélistes qui se régalent, mais il y a aussi, comme vous avez attiré mon attention tout à l'heure, hors plateau, sur la négociation des noms de domaines Internet. Des domaines Internet, effectivement. Ça aussi, très important. Donc ça apporte, si vous voulez, un certain nombre de devises. Alors il y a aussi la pêche locale qui sert quand même à alimenter en partie la population. Et puis vous avez l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont quand même un œil acéré, permanent, un regard permanent sur toutes ces poussières d'îles parce que c'est dans leur domaine. Ça crée un domaine maritime, bien sûr. Alors, on va quitter les États qui existent, on va arriver au dernier chapitre de cette émission avec les États farfelus, les États pour rire, comme est intitulé le chapitre du livre. Mais vous faites quand même appel à une notion qui est très sérieuse, qui est la cryptarchie. Alors, qu'est-ce que c'est que la cryptarchie? Écoutez, il y a des hurluberlus, des farfelus, qui subitement ont voulu s'ériger en chef de l'État et se créer leur propre royaume. Alors, le plus célèbre d'entre eux, c'est Antoine de Tounain, qui a été magnifiquement mis en page, si je puis dire, par Jean Raspail, et puis aussi par Saint-Loup. Le roi blanc de Patagonie, et effectivement, Antoine de Tounain a essayé de donner une matérialité, une réalité à son empire. Mais bon, aujourd'hui, c'est un souvenir littéraire bien plus qu'un souvenir matériel. Et vous avez d'autres exemples, vous avez un certain Jules Gros, à la fin du 19e siècle, qui s'est proclamé président de la République du Kunani. Alors le Kunani, c'est quoi? Écoutez, c'est un territoire, une terra incognita qui se trouvait quelque part entre le Brésil et les trois Guyanes, hollandaises, anglaises et françaises. Les limites n'étaient pas encore bien déterminées, et là, quelques aventuriers ont décidé d'installer une république. Ça n'a pas duré, bien entendu, le Brésil a rectifié tout ça. Vous avez en Indochine, le royaume des Sédang, un aventurier qui s'appelle Marie et qui s'est proclamé Marie Ier. Il a vécu entre 1842 et 1890 et il s'est proclamé roi des Sédang, une tribu montagnarde du centre Annam. Vous voyez, bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors il y a Séborga. Alors voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a encore? Alors en Europe, vous avez Séborga, vous avez la principauté de Séborga. Alors Séborga est en Ligurie, c'est-à-dire entre Gênes et la frontière française. C'est un village d'un peu plus de 300 âmes et qui s'est érigé par la volonté d'un de ses habitants, qui est aujourd'hui décédé, en principauté indépendante. Il s'appelait Giorgio, évidemment il s'est proclamé Giorgio Ier, il a un successeur, et il a créé un conseil législatif, un gouvernement, et la République italienne a fermé les yeux, a joué le jeu.
d'un côté, il y avait la commune de Séborga, avec son maire, ses institutions locales, comme d'habitude, et puis parallèlement, vous saviez, cette fiction. Et la fiction, elle est matérialisée. Quand vous arrivez à Séborga, il y avait une guérite. Aux couleurs de la principauté. Il y avait, avec un Pékin dedans. Oui, bien entendu, en uniforme. Il y avait des plaques automobiles. Ils ont édité des timbres et ils ont édité une carte d'identité. Et je suis voilà une sorte de citoyen d'honneur de Séborga. Vous voyez, l'antique principauté de Séborga, avec de très très belles armoiries. Très belles armoiries. Effectivement, il y a votre photo. En 2002. Bon. Non, c'est effectivement. Et donc là, oui, c'est pour le tourisme, c'est pour le folklore. Alors, effectivement, parce que ça fait marcher le commerce. Moi, j'ai acheté du vin chez le ministre des Affaires étrangères qui tient l'épicerie. D'accord. Voilà. Alors, vous avez encore... Et en France, il y en a. Alors, oui, il y a une petite république dans l'est de la France, c'est la République du Sauget, qui a un drapeau aux couleurs de la Belgique, mais inversé. Et si vous voulez, alors c'est dans l'est de la France. C'est un certain Georges Ponchet qui était bistrotier, cabaretier, cafetier, si vous voulez, qui a eu cette idée-là aussi de créer en 1947, de créer la République du Sauget, s'étendant au canton de son village. Et un jour, la légende dit que le préfet du département passant dans le coin, s'arrêtant pour boire un coup, a été interloqué, intrigué par cette affaire, et il aurait intronisé, entre guillemets, ce fameux monsieur Ponchet comme président de la République du Sauget. Laquelle République, aujourd'hui, a une dame, descendante de ce monsieur Ponchet, Georgette, et ils ont des douaniers qui sont en uniforme, avec une guérite, etc. Là aussi, c'est du folklore intégral pour faire marcher le business local. Dans le Béarn aussi, il y a autre chose? Alors, dans le Béarn, vous avez un maire, le maire d'une commune qui s'appelle Las, qui a voulu ériger aussi son village en principauté. Alors là aussi, il a ouvert une guérite, il a mis un gardien dedans, avec une sorte d'uniforme, il a créé un passeport. Que vous n'avez pas. Non, je ne l'ai pas, parce que je ne suis pas encore allé là-bas, mais j'espère pouvoir y aller. Et tout ça, et alors il a transformé, c'est peut-être moins heureux, mais enfin, l'église était désacralisée, désaffectée, il a transformé l'église en boîte de nuit. Donc, si vous voulez, ça c'est dans un seul but, c'est pour revivifier la vie locale. Et effectivement, ça interpelle, ça interroge, et ça interloque, vous voyez. Et alors, en Australie, beaucoup plus loin, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, quand on parlait de l'Océanie, mais vous avez le prince Léonard, qui était un éleveur de moutons dans la province de l'Ouest australien, gigantesque province, capitale Perth. Et lui, sur ses centaines, des milliers d'hectares, il a créé la principauté de Hutt River. Il y avait une rivière qui s'appelait Hutt, et il a créé ça, Hutt Principality. Et alors, c'est son fils qui lui a succédé, et tout son personnel, sa femme, bien entendu, étaient des sujets de son Altesse princière, le prince Léonard. Et alors, il a édité des passeports, des timbres, etc. Il n'a pas été reconnu internationalement, bien qu'il ait cherché à obtenir cette reconnaissance internationale. L'Australie lui a fichu la paix, et il a vendu près de 20 000 passeports. Ah oui, c'est-à-dire que dans le monde, la vente de passeports est également un revenu. Voilà. Donc vous voyez ça aussi. Et alors vous avez encore d'autres principautés folkloriques, à Envalira, à la frontière, au pas de la case, à la frontière franco-andorrane. Les commerçants, si vous voulez, ont créé fictivement une république d'Envalira. Bon, avec une constitution, etc. Ça aussi pour faire parler d'eux, pour attirer encore plus le tourisme. Vous avez eu pendant l'occupation allemande en Allemagne la principauté du goulot. La principauté du goulot, pourquoi? Eh bien, écoutez, parce que dans la région de Coblence et Mayence, il y avait une petite ville qui s'appelait, deux villes qui s'appelaient Cobb et Lorch, qui étaient spécialisées dans la production de vin. Et l'occupant français, curieusement, a oublié de les occuper. Et alors, les édiles locaux se sont érigés là aussi. Ça, c'était après la Première Guerre mondiale? Après la Première Guerre mondiale, avant que Hitler, si vous voulez, efface tout cela. Et là, si vous voulez, dans un but commercial encore, petit clin d'œil folklorique avant l'heure, ils ont érigé ça en principauté viticole. Alors, la fiction s'en est emparée de tout ça. Vous avez un film... les Anglais ont pondu un film aussi sur ce sujet-là, imaginant l'indépendance d'un quartier de Londres.
Bon, vous avez aussi un romancier comme Pierre Schoendoerfer. Pierre Schoendoerfer, qui a pondu un livre magnifique, L'adieu au roi. Et L'adieu au roi raconte l'histoire, si vous voulez, d'un déserteur britannique qui s'érige en chef de tribu et qui s'érige en roi au cœur de Bornéo. Et je pense que Pierre Schoendoerfer, qui a fait des films magnifiques, s'est inspiré d'un cas réel, un noble anglais, Sir Brooke, qui, au XIXe siècle, s'est proclamé Raja blanc de Sarawak. C'est-à-dire que Bornéo était divisé entre les Hollandais et les Britanniques. Aujourd'hui, c'est l'Indonésie et la Malaisie, plus le sultanat de Brunei. Et ce Raja blanc a régné pendant plusieurs années et il a réussi à installer son autorité. Ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est que les indigènes marchaient dans la combine. Bon, comme d'ailleurs Antoine de Tounas dans un premier temps. Les tribus qu'il a soulevées marchaient avec lui contre l'autorité du Chili et de l'Argentine. Bon, il y a Kipling aussi, on parlait des Anglais, avec l'homme qui voulut être roi. Tout à fait. Je ne sais plus où c'est en Afghanistan. Alors, c'est aux confins du Pakistan et de l'Afghanistan. Il a imaginé un roman, L'homme qui voulut être roi, où ce sont deux sous-officiers britanniques qui s'emparent d'une légende remontant à Alexandre le Grand, comme quoi des descendants de l'armée d'Alexandre le Grand se seraient reproduits, si vous voulez, de siècle en siècle, et attendraient en quelque sorte un messie. Et ces deux sous-officiers vont remonter évidemment au cœur des montagnes, aux confins de l'Afghanistan, du Pakistan, et arriver, si vous voulez, dans cette zone. Et leur supercherie sera vite découverte et ils termineront d'ailleurs très mal. Et ça, c'est un roman. Mais vous avez au Népal, vous aviez le Mustang, qui était un micro-État. Vous avez aussi le Hunza, aux confins du Pakistan. Vous voyez, il y a des féodalités qui n'existent plus, mais qui ont survécu. Et donc, ça a dû donner matière aux auteurs pour s'inspirer de tout cela et nous bâtir des royaumes imaginaires. Alors, nous parlions de passeport. Je vois que vous en avez encore deux sur la table. Ah oui. Alors ça, c'est le passeport de l'Écosse. De l'Écosse. De la vieille Écosse. Ah, le Scotia. Scottish Passport. Là, je montre à nos téléspectateurs. Ok. Donc là, le siège est où? Qu'est-ce que c'est? C'est un État. C'est un État fictif. Fictif, imaginaire. Tout à fait virtuel. Comme la Patagonie. Comme la Patagonie. Et alors là, héritage de la Confédération des États d'Amérique, la CSA, Confederated States of America. Là, c'est une association qui édite des passeports et qui a érigé, évidemment, pour garder le souvenir de la Confédération, qui est morte en 1865, à Appomattox, comme chacun le sait, eh bien, on garde le souvenir de cette... Et vous avez quand même les voyages que vous avez faits à Arlington, Oui. D'accord. Oui, le seul État que nous n'avons pas vu de la Confédération, c'est l'Arkansas. Voilà. J'ai mis les pieds dans tous les autres. C'était une sorte de pèlerinage. Alors vous-même, vous n'avez pas créé votre État, vous? Non, pas encore, mais je peux donner des conseils aux gens qui voudraient le faire. Écoutez, on va en terminer là. Vous avez après les États disparus, les États grands comme un mouchoir de poche, quels sont les projets? Écoutez, il y a un secteur qu'on n'a pas abordé. Très rapidement, c'est là rapidement, c'est le secteur de l'imaginaire, le secteur du virtuel, le secteur de l'intemporel, à savoir les pays de papier. C'est-à-dire les pays qui ont été inventés par les romanciers ou par les créateurs de bandes dessinées. Qui oserait dire que la David Hergé n'existe pas? C'est le sujet de votre prochain... c'est le sujet de mon prochain bouquin qui s'appellera... Vous reviendrez nous en parler. Il va s'appeler Guide de géopolitique et touristique des pays imaginaires de la bande dessinée. C'est pour quand? C'est pour l'automne. L'automne? Écoutez, on se revoit cet automne. Avec plaisir, Guillaume. Jean-Claude, merci infiniment pour tous ces récits. Nous allons retrouver maintenant la petite histoire de Christopher Lann. Quant à moi, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances en compagnie de TVL, toujours, bien sûr. Et nous nous retrouvons à la fin du mois d'août. Mais n'oubliez pas en attendant de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. 8 octobre 517, grâce aux perspectives qui s'ouvraient avec la découverte toute récente du Nouveau Monde, et aussi militairement parlant face à l'Angleterre, François Ier signait la charte de fondation d'un nouveau port justement
face à l'Angleterre au débouché de la Seine, baptisé le Havre de Grâce. Car c'est bien de la fondation de la ville du Havre, qui tire son nom donc du Havre de Grâce, dont on va parler aujourd'hui. J'ai jamais fait, je crois, d'épisode sur l'histoire d'une ville. Et bien voilà, c'est le premier, pourquoi pas commencer par le Havre, après tout c'est la ville de Laurent Ruquier, hein. Allons-y. Le roi François Ier a à peine 23 ans lorsqu'il est le premier souverain d'Europe à constater qu'il faut un rééquilibrage des relations internationales, il faut arrêter de s'entêter tout le temps avec l'Italie, il faut un rééquilibrage vers l'ouest et donc tourner vers les perspectives qu'offre le Nouveau Monde. C'est ainsi qu'en février 517, il donne par écrit l'ordre au sire de Bonnivet, qui est un amiral, la fondation d'un port au lieu de Grâce qui, je cite, serait l'endroit le plus proche de la côte de Normandie et du pays de Caux à faire un havre où les navires et vaisseaux naviguant sur la mer Océane, donc c'est l'océan Atlantique, pourraient aisément et en toute sécurité arriver et séjourner. Ça, c'est pour l'objectif commercial et l'objectif des débouchés sur le Nouveau Monde, mais il y a aussi un objectif militaire, puisque le Havre est justement situé sur l'estuaire de la Seine, qui est un endroit stratégique qu'il faut absolument protéger, et surtout des Anglais. Il y a bien déjà le port de Honfleur, mais lui il se trouve directement sur la Seine, donc ses capacités sont limitées, et le port de Harfleur sans vase, donc c'est pas vraiment glamour. Alors que le Havre, enfin le lieu où on va vers ce port, il présente l'avantage d'être situé justement à l'extrémité de l'estuaire, et donc la marée va permettre d'accueillir des navires d'un fort tonnage. Et à partir du moment où François Ier va décider qu'on va construire ce port, eh bien tout va aller très vite. Il signe donc, je l'ai dit au début, la charte de fondation de la ville du Havre, en tout cas du port du Havre dans un premier temps, le 8 octobre 517, et les travaux vont débuter dès le printemps suivant, donc 518. Les travaux présentent néanmoins des difficultés. Déjà, c'est un terrain marécageux, ça n'aide pas, et en plus, localement, on manque de main-d'œuvre, et c'est pourquoi on va faire appel à des Bretons, des maçons et des terrassiers originaires de Bretagne. Et c'est ainsi que durant les travaux, jusqu'à 758 ouvriers ont été présents simultanément. Donc c'était un gros chantier quand même. À partir de là, je l'ai dit, tout va aller très vite et les premiers bateaux y pénètrent déjà fin 1518, dont l'Hermine, qui est la nef de François Ier himself. Oui, j'ai fait un anglicisme, oui, mais bon, j'en mets tellement dans les dents aux Anglais à longueur d'épisode que de temps en temps, il faut un petit peu de diplomatie, quoi. Maintenant que les travaux avancent bien, que les premiers navires entrent dans le port, il est question de peupler la ville. Et pour cela, eh bien, pour peupler cette ville, j'ai dit, il y a peu de main-d'œuvre alentour, il y a peu d'habitants alentour. Donc pour peupler cette ville, François Ier va accorder des avantages fiscaux à ceux qui voudraient bien venir s'y installer, notamment en les dispensant des deux impôts que sont la taille et la gabelle. Les travaux ne sont pas terminés pour autant, ils vont se poursuivre jusqu'en 523, et c'est justement cette année-là que Giovanni da Verrazzano va se lancer, va quitter Le Havre à bord de la Dauphine, direction le Nouveau Monde, avec pour mission de trouver un passage, ce fameux passage vers les Indes. L'expédition en elle-même, puisque son but était de trouver un passage, eh bien ce sera un échec. Néanmoins, Verrazzano va magnifiquement cartographier la côte est des actuels États-Unis, donc de l'Amérique du Nord. Et cette expédition va marquer le début d'une longue série d'expéditions vers le Nouveau Monde, et c'est là que ça nous montre la volonté du roi François Ier d'engager la France dans cette découverte et de concurrencer les Espagnols et les Portugais qui sont déjà, il faut le dire, bien avancés. Quelques années plus tard, la ville va connaître sa première grande tragédie. Il y en aura d'autres, on va en parler. Là, c'est une vague énorme, une vague d'une ampleur sans précédent, qui est d'ailleurs retenue dans l'histoire sous le nom de Mal-Marée. Mal-Marée, ça veut tout dire. Elle va détruire littéralement cette vague les premières habitations, elle va emporter avec elle une trentaine de bateaux et va tuer une centaine de personnes, soit à l'époque 1/6 de la population. Et sachez que ce drame de la Mal-Marée sera commémoré chaque année au Havre jusqu'à la Révolution.
Après, à la Révolution, il y a des choses qui vont changer. Il va donc falloir reconstruire, et là, François Ier, qui est un homme de son temps, veut moderniser la ville. On est en pleine Renaissance, et il est question de rompre avec les traditions médiévales, et pour cela, il va faire appel à un architecte venu de Sienne, Jérôme Bellarmato. Bellarmato, qui a eu carte blanche de François Ier, va donc appliquer les principes de son époque, les principes de l'urbanisme de la Renaissance. Il est aussi, Bellarmato, ingénieur militaire, et donc il va faire de la défense de la ville et des fortifications de la ville sa priorité. Il va donc faire construire 3 bastions pour défendre Le Havre. Mais en dehors de ça, il va améliorer l'alimentation en eau de la ville, il va capter des sources, faire élever des fontaines, il va doter la ville d'un réseau de canalisation pour évacuer les eaux usées, et architecturalement parlant, les rues vont être parfaitement alignées, nivelées, pavées. Concernant les maisons, eh bien là aussi il y a un code, un style à respecter, c'est celui imposé par François Ier. Il faut quand même qu'il y ait des ornements et une décoration assez harmonieuse. Ainsi, la ville va petit à petit prendre son essor. Lorsque les travaux sont terminés en 1523, il n'y avait que 500 à 600 habitants, et la population va croître rapidement pour atteindre dans les années 1550 jusqu'à 6000 habitants. Évidemment, cet essor démographique est favorisé par les privilèges, les avantages fiscaux que François Ier a mis en place et que son successeur, Henri II, qui est le fils de François Ier, va confirmer et continuer à appliquer. Ça, c'est pour le plan démographique, mais pour ce qui est du commerce et puis de la construction navale, qui est quand même la première activité de ce port, eh bien, le port va être marqué par un gros échec retentissant dès 1524 avec la construction de la Grande Françoise, qui est une nef qui devait être la plus grande et la plus belle de l'époque, avec près de 100 mètres de long, une puissante artillerie, une forge à l'intérieur, une chapelle, un jeu de paume et même un moulin à vent. En gros, c'était le Titanic, quoi, de l'époque. Et puis finalement, après en avoir fait des caisses, eh bien, elle se révélera trop grosse pour sortir du port, et donc on va la laisser en place. On va essayer de faire une deuxième tentative à la faveur d'une grande marée en 1533, et là, nouvel échec, et quelques années plus tard, une tempête va coucher la Grande Françoise, et finalement, elle va être démantelée, et elle va servir à construire la plupart des maisons du quartier des Bars. Donc triste destin pour ce gros navire, ce gros projet qui finalement n'a jamais vu la haute mer. Commercialement parlant, eh bien là ça fonctionne à plein régime. On se tourne vers les Amériques, je l'ai dit, mais aussi vers l'Afrique. On ramène du bois exotique, du sucre, de la gomme, du coton, du tabac, et tout ce commerce contribue à l'essor de la ville du Havre. Le Havre va par la suite connaître une deuxième catastrophe. Alors déjà, outre le fait que la ville est sortie de terre par la seule volonté de François Ier, elle présente une autre caractéristique, c'est d'avoir été élevée en même temps que se développait la réforme protestante. Et ce contexte religieux qui est inédit à l'époque va profondément marquer la ville du Havre, qui sera rapidement divisée entre catholiques et protestants, et les tensions vont finir par culminer jusqu'à la catastrophe. Au printemps 1562, les réformés vont chasser les papistes, donc les catholiques de la ville, et faire appel aux Anglais face à la menace d'une riposte royale. Ah, les protestants, faire appel aux Anglais, ils ont un bouton pour ça. Hein. Les Anglais vont donc envoyer des troupes et occuper la ville, et c'est ainsi que Le Havre va être totalement anglaise pendant 1 an. Mais finalement, les protestants, qui ont appelé les Anglais à l'aide, vont refuser de prêter allégeance aux Anglais, et en mai 1563, ils seront expulsés de la ville. Donc ils vont s'unir aux catholiques pour soutenir Charles IX, qui va reprendre la ville le 28 juillet 1563. C'est pour vous dire que cet épisode va évidemment laisser des traces, la confiance va être rompue entre le pouvoir royal et la ville, et les protestants à partir de cet instant vont être tenus à l'écart de l'administration municipale. Il y a eu l'expulsion des habitants par les Anglais, mais aussi de nombreuses destructions, et c'est ainsi que la ville va être entièrement, encore une fois, ou presque, à refaire. Mais ça, ce n'est encore rien du tout par rapport à ce qui attend la ville du Havre bien plus tard, septembre 1944, avec la destruction quasi complète de la ville par l'aviation britannique. La ville va être dans un premier temps bombardée par les Alliés en 1942. Ensuite, ce sont les nazis qui vont eux-mêmes occuper la ville, qui vont détruire les infrastructures
portuaire et couler les navires avant de quitter la ville. Mais le point culminant, c'est septembre 1944 où les avions anglais vont pilonner le centre-ville pour, soi-disant, affaiblir la résistance allemande. Ils vont lâcher quelques 10 000 tonnes de bombes sur la ville, autant vous dire qu'il n'en restait pas grand-chose. Outre les milliers de morts, il y a eu 150 hectares rasés et plus de 12 000 immeubles détruits, sans parler de l'état du port. Et cette opération anglaise, ou alliée, on l'appelle comme on veut, est plus que discutable, puisque l'enjeu stratégique n'était pas tout à fait clair, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails pour cet épisode. Voilà pour l'histoire du Havre, et c'est justement suite à cette destruction massive de la ville en 44 que le Havre a dû être reconstruit, et pas toujours avec bon goût, hein. Et c'est pour ça que si vous allez au Havre aujourd'hui, eh bien, vous ne trouverez que quelques traces de la ville construite à l'époque par François Ier. Cette ville n'est plus que l'ombre d'elle-même.